Hello, c'est François et welcome back sur le podcast Pourquoi. Comme tu le sais, Pourquoi, c'est le podcast qui traite de la prise de décision. Prise de décision managériale, entrepreneuriale, création, créative, on traite de tous ces sujets-là. Si tu t'es déjà posé la question comment prendre une décision ou est-ce que ma décision est bonne, tu es au bon endroit. Allez, je te propose qu'on passe directement à l'échange que j'ai eu avec mon invité du jour. C'est parti. Puis entendre le son. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Je veux bien que tu parles, voir si ça. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Est-ce que tu m'entends? Ça fonctionne. Juste, alors on va rapprocher On va un rapprocher un peu plus. Ouais. Ok. Si ça te convient. Ça me va. Ok. Là, c'est mieux. Ouais, ça devrait Ok. être bon. Super. Bon, bah, let's go. Allez. Super. Jacques. Oui. Merci de m'accueillir dans tes bureaux. C'est très gentil, toi, de m'accueillir, et c'est très marrant parce qu'on en discutait là tout juste avant de commencer. Je suis venu un peu plus tôt parce que à cause des embouteillages, donc, parce que vous n'êtes pas loin en plus. Alors pour les connaisseurs de Rennes, vous n'êtes pas loin de la Rocade. Oui. Mais vous êtes plutôt dans le bon sens. Enfin, vos bureaux, parce qu'on va parler. Vous avez plusieurs structures dans Rennes. Tout à fait. Les restaurants et tout ça. Mais peut-être pour commencer de ce podcast, j'aime bien poser une première question qui est présente-toi. Qui es-tu, Jacques? Très bien. Bien enchanté. Donc moi c'est Jacques, comme tu as choisi de m'appeler, parce qu'il y aura un autre prénom aussi que les gens ont aussi l'habitude de me connaître. Jacques Tiptifakon, d'une famille de 4 frères et sœurs. Donc j'ai 3 grandes sœurs. Je suis le dernier. Mes parents d'origine thaïlandaise et laotienne sont arrivés il y a 38 ans. Donc ça donne mon âge, parce que moi je suis arrivé dans le ventre de la maman. J'étais pas sur un siège comme mes 3 sœurs dans l'avion. Donc j'étais déjà dans le ventre, et ma maman a accouché à l'hôpital Sud, la Rennes, donc pas très loin, il y a 38 ans. Voilà, 38 ans, né à Rennes. Ok. Et comment tu te définis un peu dans ta vie professionnelle? Quand on te dit, on te croise dans la rue, on se serre la main, et puis comment tu te définis d'un point de vue professionnel? Alors, mon point de vue, alors je me dis commerçant. Ok. Commerçant. Et dans le regard ou dans ce que je peux entendre du point de vue des gens en face de moi, ça peut être aussi appelé des fois entrepreneur. Ok. Parce que tu te considères pas comme entrepreneur? Alors, pas forcément. Alors, je me suis considéré au tout départ dans le premier restaurateur. Après, en ouvrir plusieurs commerçants. Mais le type d'entrepreneur, pas tout à fait, parce qu'entrepreneur, alors j'ai peut-être ma définition qui n'est pas bonne, mais je vois la grosse entreprise, la grosse structure, des gros bureaux qu'on voit là en bord de rocade, là, par exemple à la Courrouze. Et nous, on est plutôt sur des commerces qui sont à différents endroits de la ville. Donc c'est pour ça que le titre de commerçant me va plus qu'entrepreneur. Ok, c'est intéressant parce que effectivement, je peux comprendre que on en reparlera, parce que on va beaucoup, je pense, parler de restauration. En ouvrant un restaurant, on se considère comme un restaurateur, mais j'aurais pensé que justement le fait d'en ouvrir plusieurs, et en plus un nombre assez important, la vision d'entrepreneur aurait été plus mise en avant. Mais ok, je comprends aussi la notion de commerçant. Donc voilà. C'est vachement original, c'est très intéressant. Si j'en reviens justement un peu à ton background professionnel, c'est très intéressant parce que tu tombes assez vite dans la restauration, si j'ai bien compris. Oui. Tu fais tes études en France, à Rennes, oui. Mais tu tombes dans la restauration dès 18 ans en fait. Voilà, très très jeune. Mon parcours scolaire assez classique, sur un niveau au début très bon. Après ça se dégrade avec le collège un petit peu. Je vais jusqu'au bac général. Puis après j'arrive très tôt parce que les prétentions des études que pouvaient avoir mes parents au départ, pour moi, et
se sont avortés assez rapidement. Donc du coup, j'ai dû sortir du BTS à ce moment-là. Puis un voyage fait et un retour de voyage fait que du coup, j'ouvre un restaurant. Enfin, je me mets dans la restauration, pardon, à l'âge de 18 ans. D'abord dans la famille, puis en revenant à Rennes à travailler dans un restaurant japonais. Et je me lance dans mon autre projet de restauration à l'âge de 19 ans, 20 ans. Ouais. Et qu'est-ce qui t'a amené à... Parce qu'il y a quand même un chemin entre travailler dans de la restauration, qui je crois était plutôt le cas lors justement du voyage que tu évoques, qui était aux États-Unis, sauf faire de ma part, où tu as travaillé dans la restauration, tu as pu apprendre le management, d'après les sources que j'ai trouvées. Mais il y a pour moi un pas entre travailler dans la restauration et ouvrir son restaurant. Qu'est-ce qui t'a, toi, amené à franchir ce pas? Alors, j'étais accompagné de mon beau-frère à l'époque et ma compagne de l'époque, qui, eux, quand même, ont donné aussi l'impulsion, venaient d'une famille d'artisans carrossiers. Donc, ils avaient un peu la fibre entrepreneuriat, on va dire, que nous, on n'a pas eu de nos parents, malgré que en Asie, ils étaient entrepreneurs. Okay. Ils étaient commerçants et en France, on n'avait pas forcément ces projections de discussion en famille qu'un jour nos enfants allaient être des commerçants, ouvrir leur propre entreprise, leur business. Nos parents nous poussaient plutôt aux études pour travailler dans des belles sociétés, avoir des bonnes conditions de travail, un bon salaire, type médecin, docteur, ingénieur, travailler dans le marketing à l'époque. Mais ils ne voyaient pas, nos parents, ouvrir quelque chose, non. Donc du coup, avec cette belle famille, quand on avait 20 ans, eux avaient ce côté de tout de suite vouloir être propriétaire de son propre travail, on va dire, et de se lancer. Okay. Voilà, ils avaient ce côté-là et moi j'avais la technique du coup que j'avais importée de mes précédents voyages et expériences aux États-Unis. Donc du coup ce bagage que j'avais importé, on l'a testé, on l'a lancé à Rennes et c'était le début d'une suite d'ouverture de restaurants, quoi. Ouais. Justement parce que pour en parler, justement cette suite d'ouverture de restaurants, moi j'ai trouvé le chiffre de 17, alors je crois que le chiffre n'est pas tout à fait exact parce qu'il y a un restaurant qui vient de s'ouvrir. 17 ouvertures de 17 restaurants en à peu près 17 ans, 18 ans, c'est juste énorme, quoi. Déjà ouvrir un restaurant, c'est déjà bien. En ouvrir 17 et pas pour donner un peu la dimension, parce qu'on parle alors ça va beaucoup parler aux Rennais notamment et aux les gens qui habitent dans le bassin rennais, mais quand on parle du Whitefield, du BDS, de Monsieur Yak, aujourd'hui du Saint-Jacques Café, j'oublie le Avec bien sûr, et d'autres, on parle de restaurants d'une certaine dimension, avec des concepts très particuliers. D'ailleurs, j'aimerais bien qu'on revienne sur ça. Bien sûr. Il y a une vraie encore un pas par rapport à l'ouverture juste d'un restaurant. Alors c'était pas au départ dans le premier restaurant, c'était pas prévu. Il n'y avait pas l'envie de dire allez, en 17 ans on va faire 17 ouvertures. On a d'abord vécu 3 belles années où on a ouvert ce premier restaurant, le Wok, avenue Janvier devant la gare. Okay. Le temps nous-mêmes déjà de se perfectionner aussi dans ce métier. Après, le succès était là, donc ça nous a donné envie d'en faire un deuxième, gentiment. Et au fur et à mesure des ouvertures, en fait, on a su se structurer entre nous tous, puisqu'on travaille en famille, chacun avec son rôle, chacun avec ses compétences, chacun à sa place, et s'entourer aussi des très bons conseils. Et c'est important aussi d'avoir les bons conseils pour nous accompagner justement sur ce développement-là. Donc là, je pense qu'on est sur le 3e, 4e restaurant d'ouvert. La création d'un bureau au fil des années aussi. Le bureau aujourd'hui, où est-ce qu'on est là pour discuter ensemble, a la grosse force, je pense, du format groupe qu'on a aujourd'hui, qui nous permet d'ouvrir assez vite avec de moins en moins de déchets techniques
dans notre réflexion et dans notre Ok. conception. Ça, aujourd'hui, c'est un vrai atout et c'est un vrai confort. Mais ça s'est construit vraiment au fur et à mesure, parce qu'au tout départ, voilà, oui, il y a 17 ans, c'était pas une volonté d'ouvrir plusieurs restaurants à Rennes, et pas même qu'à Rennes, parce qu'à un moment, on est sorti un peu, on allait sur Nantes et Laval. On allait aller un peu, voilà, à tâtons. Les opportunités se sont présentées, plutôt des bonnes à chaque fois. Il y a eu quelques moins bonnes. Il y a eu aussi on va dire des petits échecs ou des projets qui n'ont pas apporté de choses bénéfiques, on va dire. Ok. Mais voilà, ça fait partie de l'expérience, hein. Ouais. Justement, je pense que quand on arrive à rebondir après un projet qui n'a pas fonctionné comme on veut, c'est qu'on sait reprendre les idées d'une autre manière. Voilà. Et ce qui est en plus, les, les, les ouvertures successives se sont faites sur des concepts, alors même si je pense qu'il doit y avoir une ligne directrice entre chaque, sur des concepts quand même totalement différents, parce que quand on prend un restaurant comme le Wok ou Monsieur Yak ou oui, le BDS ou le Whitefield ou encore avec, il y a des concepts et des identités quand même très fortes. Tout à fait. Et c'était un souhait dès le début ou ça a eu lors de l'évolution également? Bah c'est ça, c'est vraiment une évolution, comme tu viens de le dire. C'est qu'au départ, oui, donc comment ça fonctionnait? C'est que dans le passé, donc, j'ai une expérience de restauration type wok aux États-Unis. Et de ce passé-là, on a construit du présent. Ouais. Et après, on voulait vraiment plutôt aller sur de l'ouverture type chaîne ou franchise. Donc avec ce qu'on a appris dans le passé, on voulait construire du présent. Et à un moment, ça ne fonctionnait pas, où ça devenait compliqué en fait, ça devenait contraignant de toujours imposer le concept dans un quartier ou dans une ville qui n'était peut-être pas prêt à recevoir ce type de restauration. Et là, on a fonctionné d'une autre manière, parce qu'on s'est dit plutôt, on va faire maintenant selon l'emplacement, selon le voisinage, le quartier, le type de concurrents qu'on avait, pour pas se marcher un petit peu sur les mêmes offres. Donc là, ça a vraiment changé, donc ça a vraiment évolué. On est parti vraiment allez, on a un concept fort et on l'impose et on le développe et on l'arrose un peu partout. Bon, on n'a pas arrosé beaucoup, on en a fait que, au Wok, on en a fait 1, 2, 3. Mais ça nous a suffi pour dire que ça fonctionne pas comme on voudrait. Okay. Donc du coup, on est parti plutôt, voilà. Il y a des locaux qui sont proposés, on les visite. Dans le quartier, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui manque, et c'est plutôt comme ça qu'on a travaillé. C'est voilà, il manque ça, donc on crée. Ok. C'est très intéressant parce que, en fait, la réflexion que vous avez eue, que je vais traduire un peu en termes d'entreprise en termes classiques. En fait, vous aviez, au lieu de venir et d'imposer votre solution, vous avez étudié le besoin et essayé de répondre à un besoin en vous différenciant. Et c'est une approche que, alors je ne connais pas, je ne vais pas me dire connaisseur du monde de la restauration parce que ce n'est pas le cas, mais ça me semble une approche quand même originale. Parce qu'on a plutôt l'habitude de voir des grandes chaînes, des franchisés venir s'imposer, se dire oh, on va se mettre à tel endroit parce qu'il n'y a pas de concurrents ou des choses comme ça, ils s'imposent. Oui. Alors que vous avez vraiment une approche complètement différente. Mais comme tu l'as dit, c'est dans la franchise, le côté positif, on va dire, d'avant, mais qui ne l'est plus aujourd'hui, je pense. Ça a changé complètement aussi. Le modèle de la franchise rassurait vachement. Rassurait les banques qui finançaient, rassurait les bailleurs ou les acteurs du territoire qui accueillaient la franchise, parce qu'on disait voilà, ça fonctionne ailleurs, donc ça va fonctionner ici. C'était plutôt le modèle qui était en vogue il y a 17 ans. Et le consommateur aussi, ça le rassurait vachement, le consommateur. Voilà, c'est la même chose, j'ai déjà goûté, je suis parti en voyage là-bas, j'ai vu, où ma famille connaît, c'est cool qu'on y va, quoi. Et je pense qu'aujourd'hui, ça s'est un peu inversé. Mais à l'époque, oui, c'était très original. Les banques nous appréciaient pas trop quand on présentait nos projets. Parce que créer à chaque fois dans des locaux bas d'immeubles ou dans des quartiers où il n'y avait pas du tout de restaurant, où ça pouvait être un magasin avant nous, ou un local vide,
une création, c'est très risqué aux yeux des bailleurs, aux yeux des banquiers à l'époque, toujours quand même cette année aussi, en ce moment. Mais oui, on est à l'opposé du côté rassurant d'une enseigne qui fonctionne et qui a déjà fait ses preuves. Et alors, peut-être pas sur les premiers, mais vous avez aussi assez vite dérivé, basculé sur aussi des restaurants dans des zones aussi de beaucoup d'entreprises, ou dans des zones un peu moins centre-ville, je veux dire. Ce qui a fait que c'est aussi une approche assez nouvelle, surtout pour les concepts que vous avez importés, quoi. Complètement, c'est toujours ça, nous, c'est de s'adapter, en fait. On a adapté, voilà, je pense que tu parles vraiment de ce virage qu'on a fait, et le comportement qu'on a dû avoir, mais sans trop le... Alors maintenant, avec le recul, on le dit, mais sans trop le penser à l'époque. Oui, c'est de s'adapter, en fait. On s'adapte maintenant au grandissement de la ville de Rennes qui s'est étendue. Donc, on est parti chercher aussi des opportunités, pas que en centre-ville, pour aller répondre aussi à des personnes qui se projetaient d'aller vivre autour des rocades. Donc, c'est pour ça qu'on est arrivé un peu ici. Donc, voilà, s'adapter à l'évolution de la ville, quoi. L'évolution du client, de ce qu'il a envie, à quel endroit. Ok. Et justement, alors même si je sais qu'aujourd'hui vous avez aussi évolué dans l'activité, et vous avez aussi une activité consulting, donc sans dévoiler tout le savoir-faire de l'aspect consulting, donc pareil, je voudrais échanger quelques mots là-dessus, c'est comment, avec 17 ouvertures, plus que l'habitude d'ouvrir un restaurant, comment on ouvre un restaurant? En fait, quels sont un peu le savoir-faire à avoir, quoi. Point de départ maintenant, alors il faut avoir la motivation, hein, l'envie de ce métier-là qui a un beau métier. Vraiment, je pense qu'il y a un beau métier parce que c'est un métier qui est très très complet, qui est très abordable, qui a du contact humain, qui a de la technique. Enfin, c'est un beau métier, donc il faut déjà avoir envie de le faire. Ensuite, on va passer à quoi? On va passer à trouver le local. L'adresse du projet, elle est importante quand même. Voilà. Donc ça, c'est les premiers points de démarrage. Pour nous, il y a 1 an d'études, vraiment. Donc, sur le concept. Ouais. Et ça, c'est quelque chose qui se construit. Alors pour le tout premier, l'étude du premier wok, moi, elle s'est faite pendant que je travaillais dans ce restaurant japonais. Donc pendant que je travaillais, dans les coupures entre le service du midi et le soir, on travaillait sur des projets, on regardait les annonces, on visitait des locaux, on travaillait sur la carte, on imaginait des cartes, on testait des recettes. Donc c'est à côté du travail, quoi. Donc j'avais un contrat de travail, mais dans mes temps creux, c'est là qu'on travaillait le projet. Ça a pris 1 an. Le temps de peaufiner un peu les idées, plein de choses, trouver le nom, c'est important aussi. Donc il y a vraiment 1 an d'études de projet. Après, quand le local est acté, on va dire, donc on est sur un projet de bail, signature, on s'engage. Là, il va y avoir la phase travaux qui va prendre entre 6 et 12 mois, selon aussi la taille du restaurant, mais parfois si c'est des rénovations, on peut tomber sur des surprises, voilà, ça peut prendre aussi un peu de temps. Trouver le financement aussi, ça fait partie aussi de ce moment de 6 à 12 mois. Et puis après vient le jour de l'ouverture, parce que normalement on n'a plus beaucoup d'énergie, parce que tout a été dépensé, et depuis au moins 1 année, même voire 2, parce qu'on compte vraiment 2 années, quoi, avant l'ouverture. Ça, c'est sur des périodes, on va dire, classiques. Et après, lancement, parce cette phase-là, pour nous, elle fait à peu près 3 mois en moyenne. Donc, quand c'est très, très bien, je vais prendre par exemple la dernière ouverture là, du Saint-Jacques Café à la Courrouze, la phase ouverture, elle s'est validée en 1 mois. Donc, en 1 mois, notre équipe de bureau a pu sortir de l'opérationnel, retourner au bureau, et prendre des tâches de bureau. Mais pendant 1 mois, en fait, pendant l'ouverture, tout le monde, tous les efforts sont déployés sur place. Et au bout d'1 mois, ça s'est stabilisé assez vite. Donc c'est plutôt bien. Et où il y a eu des cas dans les 17 ans qui s'est passé, des fois ça durait 6 mois
la phase d'ouverture parce que les réglages n'étaient pas bons, le recrutement ne fonctionnait pas, les prix, la carte, la clientèle n'était pas au rendez-vous. Donc des fois, ça peut prendre beaucoup plus de temps. Oui. Oui, parce que et c'est moi souvent un élément que je rebondis sur notamment les recrutements et tous ces éléments parce que c'est un élément que on oublie souvent. Moi, je trouve la restauration c'est extrêmement humain. En fait, j'en parlais avec le fondateur de Ethnic Food qui lui me disait la partie humaine est capitale dans la réussite d'un restaurant. Parce que le concept peut être aussi bon qu'on veut si à l'intérieur les employés ou les personnes qui gèrent le restaurant sont pas bonnes, ça marchera pas, quoi. Oui, l'humain il a toute son importance dans ce métier-là complètement. Je croise les doigts encore pour l'instant tant que l'humain, le serveur, le cuisinier, le plongeur n'est pas complètement remplacé par un automate, un robot, une caisse automatique qu'on voit dans les supermarchés, ou le digital aussi. Alors ça arrive un petit peu maintenant, par exemple la prise de commande se fait de plus en plus par les QR codes, flash codes, des plateformes ou de caisses en ligne. Mais non, l'humain, il devient, alors c'est grâce à lui aussi, on kické le projet, mais après devient le moteur de l'activité. Et d'ailleurs, c'est aussi une chose qu'on a... En fait, pour donner un peu le contexte, c'est que moi, je vous ai découvert avec l'ouverture du Whitefield. Même si je connaissais Monsieur Hack avant, mais je vous ai vraiment découvert avec le Whitefield, donc ça fait un certain temps. 2017. Ouais, 2017. Ça a été le premier, même si le concept de restaurant tel que le Whitefield, j'avais déjà vu dans d'autres villes, mais quand je dis d'autres villes, c'est à l'étranger, je crois que j'en avais vu à Londres notamment, un peu ce concept, alors pas tout à fait, un peu de ce que j'assimile à du food court, où on a différentes propositions, et puis un bar, et la possibilité de s'asseoir, et on n'est pas servi à table. En fait, vous avez, pour moi, amené un peu ce concept à Rennes, et vous l'avez développé. Aujourd'hui, ce que je vois avec le Saint-Jacques Café, carrément de la prise de commande via QR code, on paye en ligne, et alors même s'il y a du personnel volant qui vient, qui peut aider, en fait, on est servi hyper vite, et il y a cette partie de digitalisation qui est mise au service de la restauration, en fait. Oui, elle est arrivée... avant Covid déjà, parce que QR code, c'est un mot qui est arrivé, j'ai l'impression, beaucoup dans le Covid. Mais le comportement déjà de plus être dans le service classique à table est arrivé déjà un peu avant le Covid. Surtout qu'en France, voilà, c'est un pays de la gastronomie, parce que la restauration, c'est un vieux métier. La brasserie française, les chefs étoilés, c'est des habitudes qui n'étaient pas simples. Quand tu parles là, par exemple, du Whitefield, oui, de nous-mêmes aujourd'hui, cette ouverture, ce projet-là, c'est un ovni dans notre expérience. Il n'était pas prévu ce restaurant. Sa conception, elle s'est faite, alors pas du tout, là quand je vous parlais d'un an d'études, 6 à 12 mois de travaux, je crois qu'on a tout bouclé en un an. Visite, réflexion, travaux, ouverture, en moins d'un an, c'était ouvert. Et en plus de cela, avec un concept, un fonctionnement jamais vu chez nous, et alors jamais vu en France, ce qui est un peu faux parce qu'il y a eu des tentatives justement de food court qui existaient déjà par exemple dans les continents d'Amérique du Nord beaucoup et en Asie, qui fonctionnent depuis très très longtemps là-bas et qui sont démocratisés, on va dire. En France, il y a eu des tentatives, on avait quand même sondé un peu le marché. Voilà, nous on savait food court, on connaissait par nos voyages. Moi je dis mais en France il n'y a pas déjà des food court en 2016 pardon, du coup en étude de projet. Et on a regardé un petit peu en historique, il y a eu quelques tentatives qui n'ont pas fonctionné. Et le seul, en 2016, qui se rapprochait un petit peu du Whitefield Café, c'était au niveau du Carrousel du Louvre, donc, qui est une concession gérée par Autogrill, donc, qui sont plutôt habitués sur les autoroutes. Et vous, ce qu'il y avait un asiatique, une cuisine marocaine et peut-être une cuisine traditionnelle française. Mais voilà, c'était trois cuisines présentées dans un endroit pas très accueillant. Et donc voilà, donc on s'est lancé dedans. Et c'était pas simple. C'était pas simple parce que, et même encore aujourd'hui, le client, il a du mal à comprendre un petit peu parce que il existe et il existera toujours, j'espère, des restaurants classiques avec du service à table qui ont leur bon côté aussi. Mais pour faire du volume,
pour répondre à ce besoin de déjeuner dans des zones de plus en plus denses, avec des temps de déjeuner de plus en plus réduits. De premier abord, on a toujours l'impression, parce que la queue, le monde, on a l'impression qu'on va être servi pas assez vite. Mais le résultat de chaque service depuis le Whitefield et maintenant le Saint-Jacques, à 13h45, il n'y a plus de clients, tout le monde est rentré, tout le monde a mangé, tout le monde est arrivé le ventre vide, est reparti le ventre plein. Et en 45 minutes, on a fait plus de 200 couverts. Ouais. J'ai été étonné. Alors le Whitefield, j'ai pas mal expérimenté, donc j'étais plusieurs fois. Donc c'est effectivement, en fait, qu'on attend, on n'attend pas tant que ça. Après, il y a la conception du plat, mais ça qui est en tout pas. Mais effectivement, le Whitefield, là, j'ai été la semaine dernière et c'est impressionnant la rapidité. Moi, j'étais impressionné par la rapidité avec laquelle c'est arrivé, quoi. Et on part sur des... Enfin, là, je fais peut-être ma promotion, mais on part vraiment, parce que du coup, on a du mal à y croire, hein, mais on part sur la quasi-totalité des plats en fait maison et surtout de cru à cuit. On n'a pas de pré-cuisson, enfin, le pad thai, parce que c'est un peu l'origine un peu de l'histoire du groupe avec son premier restaurant, le Wok. Le pad thai, ce sont des nouilles fraîches, de la viande fraîche, des légumes frais, pas cuits, tout ça, rien n'est cuit en avance. Et le pad thai, déjà à Chicago, quand on le cuisinait et on formait les nouveaux cuisiniers, il ne fallait pas dépasser 4 minutes. Et voilà, l'ustensile, la cuisson fait. Et là, aujourd'hui, tous nos plats sur le Saint-Jacques Café, voilà, on a un objectif pour ceux qui auront la chance ou d'être la petite souris, d'aller voir comment ça fonctionne en cuisine. Sur les écrans maintenant de production, voilà, il y a un objectif de 5 minutes pour les plats. Et on parle même pour un burger, quoi. Le pain, il est frais, il arrive frais quasi tous les matins par le producteur de Bunch, là. Nos steaks sont frais, le fromage, voilà, et ça part un vrai objectif d'aller très vite. Ouais. Il y a, parce qu'il y a quand même un impératif. Alors sur ces restaurants-là, c'est peut-être pas pareil partout, notamment sur d'autres structures, mais de répondre très vite à un besoin. Ce que tu disais, certains de ces restaurants sont dans des zones industrielles ou dans des zones de bureaux où, en fait, tu sais qu'entre midi et 13h45, il va y avoir 200-300 personnes qui vont débarquer, affamées, qui n'ont pas envie d'attendre parce qu'ils doivent retourner au bureau, ils ont des réunions, des machins du truc. Donc il faut gérer un arrivage de personnes assez fou, quoi. Oui, c'est pour ça que, en 2017 et là encore en 2023 pour le Saint-Jacques Café, quand on nous propose ces locaux, parce qu'on dit voilà, il y a une forte demande parce qu'il y a beaucoup de bureaux, tout le monde a faim, et ils n'ont qu'une heure pour manger. Avec l'expérience qu'on a eue avant, des wok, parce qu'on vous accueille, on se dit bonjour, on vous accompagne à votre table, on vous tire la chaise, on vous prenait votre manteau, on vous donnait la carte, on revenait. C'est impossible techniquement de servir tous les clients et de leur rendre la liberté de retourner au travail à 13h45 pour faire du 200-300 couverts, parce que ce sont un peu les bâtiments qui ont été construits pour répondre à la demande de ces nouvelles zones tertiaires ou industrielles. Parce que les gens ont besoin, il n'y a pas que nous, il y a d'autres restaurants, des fois il y a des food trucks, des sandwicheries, mais nous, la partie qu'on apporte, une restauration, parce qu'on cuisine le plat à la minute, c'est impossible. Donc aujourd'hui encore, je pense qu'on a fait le bon choix. De ne pas se laisser aller, parce que des fois on a cette critique de clients, voilà, c'est un peu le côté négatif de ces établissements, c'est que il faut se lever, qu'il faut payer avant de manger, on ne comprend pas, mais le résultat est qu'aujourd'hui on satisfait quand même ce besoin qui est de déjeuner rapidement le midi. Et je reviens sur un élément que tu disais un peu plus tôt, que tu travaillais en famille notamment. Ça a été le cas depuis quasiment le début, si j'ai bien compris. Complètement, depuis le début, ouais. Et c'est quelque chose qui, moi, m'a toujours interpellé de travailler en famille, parce que c'est par exemple, moi, quelque chose que très personnellement, je me refuse de faire, parce que je considère que c'est ma conception. Moi, c'est famille et travail sont deux choses bien séparées. Comment on travaille en famille? Parce qu'il y a les moments de travail, il y a les moments de famille. Alors oui, il faut... Moi, je suis déjà très cartésien, donc il faut savoir faire bien la part des choses. Mais travailler en famille, alors sur une interview qu'on a eue dans un magazine il y a quelques mois, on a cette question-là qui a été posée par la journaliste et aux 3 personnes, donc aux 3 membres actuels de la famille,
mes deux sœurs et moi. On a eu 3 réponses un peu différentes. Okay. Et j'ai terminé un petit peu cette question-là en disant travailler en famille, ça serait compliqué, on n'aura pas fait 17 ans ensemble. Donc si on est toujours là au bout de 17 ans et on a encore des projets qui vont au moins nous donner 5 ans de travail en famille, c'est que c'est plutôt agréable et une bonne recette de travailler en famille. C'est assez culturel, faut être conscient de ça. Je pense qu'entre la culture de l'Asie et la culture de l'Europe, travailler en famille, c'est peut-être pas la même chose. Pourtant, combien de bâtiments, combien d'annonces sur Internet quand on va chercher une entreprise, ça a été marqué entreprise père et fils, ou voilà, mère et fille. Ça, c'est aussi vieux que la France, je pense, parce qu'on en voit encore, je pense, des entreprises avec marqué père et fils. Non, je pense que travailler en famille, c'est bien. Et même des entreprises qui sont pas en famille, la relation collaborateur-collègue qui vont passer en France entre 35 et 40 heures par semaine au travail, ils vont toujours chercher un petit peu le côté famille. Dans l'entreprise, voilà. Je reste dans cette entreprise-là parce que il y a une bonne ambiance, presque familiale. Mon collègue, ça devient plus. Donc c'est comme ça aussi qu'on recherche. Donc nous, travailler en famille, je vais plutôt le conseiller même. Ouais. Il y a un rapprochement des deux sphères qui se fait un peu naturellement si ça fait. En fait, voilà. quand on passe tellement de temps au travail que ça devient entre guillemets une famille. Après avoir selon les différentes conceptions de la famille, bien sûr. Mais... Ok. Et justement là, on mentionnait 2017 dans cette fameuse interview où tu expliquais que depuis 2017, il y a eu quand même pas mal de crises. Alors vous avez bien sûr vécu le Covid, qui n'a pas dû être la période facile, mais pas que ça. Sans rentrer dans les détails, il y a eu des mouvements de restaurants notamment. Comment on aborde un peu ces situations, ces moments où il y a des problématiques, en fait, il y a des décisions à prendre, sûrement pas faciles. Comment toi, l'équipe de direction, la famille justement, vous avez approché ces moments en fait? Ouais. Donc alors déjà, à un moment quand on a une crise ça se prévoit pas beaucoup, pas trop. Alors à part quelques scientifiques, selon la crise, ils arrivent à la prévoir ou la sentir arriver. Pour celle qu'on a eue là, tous, le Covid, crise donc d'abord sanitaire, qui engendre derrière, je pense, une crise économique, ensuite une crise sociétale, du comportement de l'humain, de façon générale, du comportement du travailleur, de l'étudiant, des retraités. Enfin, cette crise-là, je pense qu'elle a vraiment fait dommage collatéral sur différents sujets après. Donc, cette crise-là, tu la prends un peu en pleine face, comme tout le monde. Hein. À chaque fois qu'on allumait, qu'on écoute le président ou les gens du gouvernement nous apportaient la nouvelle, on ne savait pas trop si c'était une bonne ou mauvaise. Faut avoir la tête froide, faut avoir l'esprit clair pour pouvoir gérer une crise. Souvent on appelle la cellule de crise aussi. Donc il faut vraiment être plusieurs à prendre la décision, parce que tout seul, déjà, si on prend l'émotion d'une crise seul, déjà c'est pas évident de s'en remettre. Nous, j'en reviens encore ce côté famille, la réussite d'avoir bien vécu ces crises sanitaires, du Covid, les séparations, parce que c'est de ça qu'on parle, c'est que du coup, ça s'est enchaîné, nous, après, avec des séparations d'associés, parce que pendant 15 ans, ça avait fonctionné, mais à merveille. Hein, ce qui a été fait avant que les deux familles se séparent, c'était un sans faute presque pour nous. Donc, du coup, pour pouvoir réfléchir, comprendre ce qui nous arrivait et avoir la bonne réaction et d'avancer dessus, oui, il faut avoir la tête sur les épaules, faut avoir le soutien de la famille, s'écouter, se concerter comme il faut, et voilà, se faire confiance, et après, essayer d'avancer, quoi. Ok. Et c'est parce qu'il y a eu quand même des décisions impactantes. Vous avez dû, il y a eu votre groupe s'est recentré sur 3 restaurants, sauf de ma part. Enfin, avant l'ouverture du Saint-Jacques. Donc, comment on reprend cette décision parce que vous auriez pu dire ok, on reste avec 3 restaurants, puis voilà, parce qu'il y a quand même une envie, de ce que j'ai compris, quand même de continuer à grandir. Oui, alors sans rentrer dans les détails, mais donc cette crise de séparation sur la partie groupe en vie aujourd'hui, mes deux sœurs et moi, c'était pas une volonté de notre part. Donc elle venait plutôt de la partie en face de nous.
Donc nous, en fait, d'un jour au lendemain, on se retrouve à devoir tout arrêter, ce qu'on avait construit ensemble depuis 15 ans. Et même les premières décisions, c'était plutôt tout doit se vendre et chacun se débrouille après. Donc nous, c'était pas dans nos plans. Enfin, moi, dans ma tête, c'était pas dans mes plans. Je me retrouve un peu du jour au lendemain de dire, bah ok, ce mois-ci, il y en avait combien? Je crois qu'il y avait 7 restaurants. On a 7 restaurants et dans un mois, j'ai plus de travail. Dur. Mentalement, c'était un peu dur. Ça, c'est le côté de plan professionnel. Après, il y avait le plan parce que forcément, du coup, c'était des personnes avec qui qu'on a construit aussi pas que le travail et surtout une famille. Donc, du coup, il y avait le plan privé, perso qui avait pris aussi son gros coup. Donc, c'était pas évident. Ce sont des discussions, des négociations entre cette partie qui devenait deux parties à être d'accord. Donc on s'est battu pour conserver, nous, le minimum d'établissement, le minimum de volume de travail pour pas que leur choix impacte notre mode de vie. Voilà. Donc ça a été pas mal de discussions, pas mal d'efforts des deux côtés. Et c'est pour ça qu'on est arrivé à conserver 3 établissements. Donc là, c'était pas une histoire c'était un non-choix un petit peu quand même. Voilà. Ouais. Et il y a cette volonté de continuer, de grandir et avec le Saint-Jacques qui est une nouvelle ouverture. Oui. Alors on s'appelle le groupe Envie parce qu'on a toujours, je trouvais que ce mot-là, nous correspondait parce qu'on a toujours eu envie d'ouvrir, de se développer. Là, c'était dans le besoin. On va dire, là, les ouvertures, franchement, de Saint-Jacques Café, et les prochaines qui arrivent sont des ouvertures dans le besoin plus que l'envie. L'envie reste là. Mais en première ligne, c'est les besoins parce que on a gardé à peu près, on a gardé 90% de l'équipe d'avant, donc de bureau. Et nous, on ne se voyait pas aujourd'hui leur demander de partir ou les licencier. Hein. Et ils ont voulu rester avec nous, on a voulu les conserver. Donc aujourd'hui, ce sont des ouvertures là qu'on a fait Saint-Jacques et les 2 prochaines pour récupérer un petit peu la vitesse de croisière qu'on avait avant Covid et avant séparation. D'accord. Et en plus, si j'ai bien compris, vous avez aussi développé une activité de consulting également. Parce que c'est vrai qu'avec 17 restaurants, vous avez pas mal d'expérience. Donc du coup, vous accompagnez aussi d'autres restaurateurs à se développer, c'est ça? Complètement. Parce qu'on a pris cette décision aussi, mais alors qui était même avant le Covid, la séparation, on avait pris une décision du format à atteindre du groupe Envie pour avoir suffisamment de travail et suffisamment de temps aussi pour vivre. Et on ne voulait pas aussi continuer à ouvrir éternellement, parce qu'on n'est pas éternel, un restaurant par an. On s'était dit, ça sera notre taille. C'était à peu près 200 en effectif salarié, en CDI, avec 7 ou 9 restaurants. Avec ça, c'est un volume qui correspondra aux co-dirigeants, au cadre des bureaux et après aux relations qu'on a avec le terrain, des équipes et de nos clients aussi. Et plus s'étendre aussi à l'extérieur de Rennes. Donc c'était des contraintes qu'on s'était mis. Pas plus gros que ça et pas plus loin que ça, pour pouvoir vivre correctement notre travail. Malgré ça, du coup, on s'est dit, après c'est un peu bête, c'est que notre envie de développement, de créer des projets, même si on se contraint à la taille et à l'emplacement, elle sera toujours là. Donc on a envie de dire, accompagner des gens. Donc on a initié ça gentiment, sans site internet au départ. Donc là on a un site internet qui a à peine 1 an, parce qu'on en parle un peu plus, parce qu'on met des informations et des échanges de contacts pour des gens peut-être dans le besoin, qui sont des restaurateurs ou des non-restaurateurs. Là en ce moment on a un vrai sujet qu'on a entamé depuis 1 an presque, ce sont des non-restaurateurs. Et là, du coup, oui, c'est de partager. Aujourd'hui, c'est de transmettre. Quand on a atteint un peu l'objectif de travail qu'on voulait tous, maintenant, l'envie, c'est de transmettre à d'autres personnes, quoi. Ok. C'est très intéressant, cette histoire pas alternative, de cette transition, je veux dire, même si vous gardez votre activité, donc le mot transition ne s'y prête pas vraiment, mais cette transformation, cet ajout de compétences, plutôt comme ça, où il y a vraiment
c'est un peu l'impression que j'ai depuis notre échange, c'est que on aurait pu croire que vous vouliez rester sur un restaurant, puis en fait vous avez créé plusieurs, puis en fait on aurait pu croire que vous vouliez rester dans le domaine de la restauration, dans le sens ouverture de restaurant, et en fait vous partez sur le consulting. Il y a toujours une envie d'évoluer, comme tu dis, c'est le nom du groupe. Hein. Oui, alors s'adapter, j'en reviens, alors du coup j'en parlais, tu parlais de crise tout à l'heure, alors mon leitmotiv c'est le philosophe Charles Darwin. Okay. Je la connais pas par cœur, parce qu'il faut bien le dire, mais elle est dans ma tête. Donc ce n'est pas le plus fort de l'espèce qui survit, ni le plus intelligent, c'est celui qui sait le mieux s'adapter au changement. Et c'est un peu, voilà, quand je dois prendre des décisions, parce que je pense que c'est un peu le thème des podcasts, c'est toujours, voilà, m'adapter. On n'est pas les plus forts, parce que financièrement, il y a des groupes plus importants que les nôtres. On n'est pas les plus intelligents parce qu'on n'a pas les meilleurs techniciens. Alors, pourtant, j'ai vraiment l'impression, moi, au quotidien, qu'ils sont les meilleurs qu'on a chez nous. Ils vont être contents d'entendre ça. Mais voilà, il y a toujours plus fort ou plus faible que nous. Et là, ce qu'il dit, Charles Darwin, ouais, c'est vraiment celui qui est capable de s'adapter, en fait. C'est lui qui va survivre à tous ces changements, ces évolutions de la vie, ces crises. Des générations, enfin moi j'ai connu le franc, j'ai connu l'avant internet, on est passé à l'euro, l'avant internet c'est déjà gros, enfin ça, Internet Explorer, le logo E là que tu cliques sur ton Microsoft, c'est énorme. Apple, je trouve c'est des choses qui font partie du quotidien, mais je trouve que dans le comportement humain ça change beaucoup, quoi. Et les réseaux sociaux, pareil. En termes de marketing, avant les réseaux sociaux, ça n'a rien à voir. C'est la même chose. Il y a des nouveaux mondes, même s'il y a des choses qui se retrouvent, mais c'est vrai qu'en 30 ans, parce qu'on a à peu près le même âge, il y a eu tellement de changements qui sont assez... on se dit parfois, ça va à une vitesse. Faut arriver à suivre, hein, alors que donc ça sollicite beaucoup le mental, plus qu'avant, parce qu'on a vraiment tous l'impression... que les jours passent de plus en plus vite, les années de plus en plus vite. Alors avant, j'ai l'impression que c'était plus les anciens qui disaient ça. Mon aîné, moi, il a 15 ans et il sait le dire aussi. Donc je trouve que maintenant, c'est tout le monde qui a l'impression que ça va de plus en plus vite. Pourtant, une journée, ça reste 24 heures. Une semaine, c'est 7 jours. Donc, mais on a vraiment cette impression que ça va de plus en plus vite. Voilà, Internet, 3G, 4G, 5G, les réseaux sociaux. On n'a plus la même vie, mais alors, je pense que notre cerveau, oui, il absorbe beaucoup plus d'informations, de communications en plus différentes, de manière différente, parce qu'avant, on n'avait que la voix, le téléphone et la lecture. Maintenant, c'est tout, c'est des images. Des fois, c'est une communication que, même sur l'inconscient, en fait, on n'a même pas choisi, mais on a des informations qui rentrent dans nos têtes. Donc, ça sollicite vachement le cerveau, je trouve. Donc, on se fatigue un peu plus vite. C'est peut-être aussi le cas, même si on s'habitue à faire un peu le tri, aujourd'hui on n'est pas adapté encore à la masse d'informations qu'on reçoit tous les jours. Justement, tu parlais un peu de prise de décision, je vais revenir un peu sur la dernière partie du podcast qui est, vous aujourd'hui, le groupe Envie, comment toi, l'équipe de direction, comment vous prenez une décision je veux dire impactante. Alors, c'est pas, par exemple, je vais prendre un exemple. Demain, tu as évoqué que vous aviez des ouvertures à venir. Comment vous prenez la décision de dire ok, on ouvre un restaurant, on fait un go, no go, quoi? Alors sur un restaurant, comment on fait un no go? Sur les derniers, on va être très vigilant sur le budget, dépenses. Oui, c'est quelque chose de très important sur le démarrage du projet, parce que des locaux disponibles dans toutes les villes de la France, il y en a partout, toutes les semaines, de nouveau ou à reprendre. Et après, je pense que dans cette envolée économique des prix, faut pas aller n'importe où, quoi. Et voilà, une entreprise, c'est quand même pas une association. On n'est pas but non lucratif. Elle a vocation de créer des bénéfices, alors pour pouvoir réinvestir dans son matériel, parce qu'un restaurant qui va bien fonctionner, c'est un four qui va peut-être casser plus vite
que ce qu'on lui a promis quand le commercial te l'a vendu. Des banquettes, des chaises aussi qui vont s'abîmer beaucoup plus vite. Donc oui, créer de la richesse, c'est très important. L'effectif de l'ouverture prévu de 10 personnes, enfin, quand du coup tu remplis de plus en plus ton restaurant et qu'il y a des vacances et qu'en fait tu tiens d'année en année, il y a des roulements, donc il va falloir réembaucher. Donc cette richesse que ce restaurant doit créer, elle est très importante pour pouvoir fidéliser ton personnel, augmenter sa rémunération, embaucher de nouvelles personnes. Et si dès le départ, c'est trop cher, le loyer ou l'achat, alors c'est pas forcément tout le temps un achat qu'on fait, mais ça peut être un achat d'un local, les coûts de travaux sont pas raisonnables, sont pas étudiés de façon chirurgicale maintenant, faut le dire. Chaque dépense, voilà, c'est parce que sur une boisson, sur un café, alors je prends le produit le moins cher d'un restaurant, mais sur le café, bah, c'est quelques centimes qu'on va gagner, donc il va falloir en vendre pour pouvoir rembourser tout l'amortissement qui a été fait dès le départ, quoi. Donc non, bah, maintenant, ouais, on fait très attention au budget de départ. Mais ce que tout le monde fait un petit peu, même je pense à titre perso dans la vie, hein, c'est un réflexe qu'on peut avoir un peu partout. Quand on achète quelque chose, on regarde aussi son prix d'abord. Mais après, il y a des prises de risques plus ou moins grandes, ou peut-être aujourd'hui vous avez aussi une appréciation plus fine du risque que vous pouvez prendre ou pas en fonction de vos expériences en fait. Oui, alors sur le restaurant, c'est du côté humain. Tu en parlais un moment, l'importance de l'humain dans la restauration. Nous, on veut surtout que nos équipes se sentent bien. Donc, on cherche un outil de travail le plus agréable possible. Parce que si une équipe se sent bien, ça se ressent dans l'assiette. Enfin, moi, j'ai toujours cette expérience des fois de manger. Alors, c'est pas une critique, mais quand on part en vacances et qu'on s'arrête sur des aires d'autoroute ou dans des endroits où c'est un restaurant plutôt saisonnier, on sent que la salade, qu'on va manger avec des tomates, des œufs et un peu de poulet dedans, on sent qu'il y a l'amour ou pas l'amour du cuisinier qui est derrière. Et voilà, et pour que nos clients reviennent, parce qu'on n'est pas sur des restaurants saisonniers, pour pouvoir recruter des gens qui aiment ce métier-là, il faut que le salarié puisse se sentir bien dans l'entreprise, les outils soient en phase avec ce qu'on lui demande de faire. Et justement, sur cette prise de décision, tu disais, vous étudiez les chiffres, je suppose que vous étudiez tout un tas de paramètres. Est-ce que, même de manière plus générale, est-ce que vous faites accompagner? Parce que à un moment, tu l'as mentionné un peu au début du podcast, quand tu revenais un peu sur l'histoire du groupe. À un moment, je crois que c'est au bout de 3 ou 4 ans que vous avez commencé à vous faire accompagner. Vous faites toujours accompagner un peu sur cette prise de décision, savoir si vous avez des personnes un peu détachées du monde qui vient vous dire, vous challenger un peu sur les décisions, tous ces aspects-là, ou pas trop? Au fur et à mesure, maintenant, le bureau qui est assez fourni, on est 16 maintenant dans ce bureau-là qui arrive à gérer de façon quasi autonome un petit peu tout ce qui tourne autour d'un projet de restaurant, d'une entreprise. Mais avant, quand on commençait, parce qu'on était moi j'étais cuisinier de base, enfin mon poste était dans la cuisine, les autres associés famille c'était dans la salle. On n'avait pas la réflexion du conseil d'un comptable, par exemple. Ça, c'est très important. En France, on est quand même très très fort en législation, partie juridique, administratif. Oui. Donc là, c'est important d'avoir le bon partenaire. Déjà, le bon conseil comptable qui a connaissance de toutes les règles et lois qui ont tendance à se mettre à jour plusieurs fois dans l'année, déjà en plus. Donc, et comme ça vous... Enfin, nous, ça nous concentrait sur notre métier, sur nos compétences qui étaient vraiment de cuisiner et de servir le client. Et de ne pas aller se polluer avec ok, c'est moi qui fais ma compta, voilà, les fournisseurs, enfin, les banques, tout ça. Avoir des bons partenaires, c'est très important. Moi, je me suis toujours interdit d'aller faire les courses pour mon restaurant. Enfin, déjà, à titre perso, je pense que il y a très peu de personnes. Enfin, j'aimerais bien trouver la personne qui met ça comme hobby ou passion d'aller faire les courses au supermarché, pousser un caddie ou un panier, la mettre dans la voiture et les ranger dans son appartement, dans sa maison. Donc je veux dire, pour un restaurateur, je ne vois pas le plaisir non plus, quoi. Et il vaut mieux être dans son restaurant à créer, être avec ses clients ou ses équipes, que être dans un gros supermarché, pousser son caddie, charger son camion et décharger après, quoi. C'est sûr.
Ok, bah c'est très intéressant et je vais avoir une dernière question qui est plus une demande de conseil. Si toi tu devais donner un conseil au vu de ton expérience, au vu de un peu la structure que vous avez, un conseil sur la prise de décision justement auprès de l'audience, qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller? Alors, soyez bien en phase avec... quand je vois décision, c'est qu'il y a souvent une question en face. Et du coup, vous voulez apporter la bonne réponse, qui sera peut-être du coup la décision. Soyez bien en phase avec l'instant présent, très important. Je trouve que les décisions, alors, elles sont souvent mal prises par précipitation. Elles peuvent être mal prises aussi parce que on va répondre, on va faire cette décision par rapport à ce qui s'est passé avant. Et le passé, la porter dans le présent, c'est pas tout le temps la bonne solution. Et après, dans l'autre côté aussi, et de la mauvaise décision aussi de trop anticiper, d'avoir une réponse anxiogène sur un futur, alors qu'on espère tous bon, mais aller imaginer des choses qui n'existent pas, qui ne sont pas encore produites, et aller en faire une décision, c'est aussi très compliqué. Donc, c'est pas simple à dire, à mettre en place aussi, mais voilà. Il faut se faire mal, il ne faut pas se précipiter. Si la décision n'est pas prise à l'instant T, on n'est pas sur, je sais pas, sur une grosse course de Formule 1 où est-ce que tu risques de te prendre le raid en face parce que tu n'as pas pris la bonne vitesse et tu n'as pas freiné au bon moment. Enfin, entreprendre n'est pas dans ces risques-là. Donc il faut se poser, faut bien réécouter, se reposer la situation, répondre aux besoins et prendre son temps, quoi. Donc c'est très marrant parce que justement tu dis avec tes mots un peu ce qu'on appelle des biais cognitifs. Et je ne sais pas si tu as une notion de famille avec cette notion. Oui. Qui sont un peu ces biais qui nous justement vont influencer notre décision. Et justement ce fait de se précipiter et notamment de ne pas se fier qu'aux expériences passées. Oui. C'est justement un des biais cognitifs qui est très reconnu dans la prise de décision et donc qui est, comme tu dis, alors tu le dis avec tes mots, mais effectivement qui est tout à fait connu et qui est très important. Ouais. Donc je vous invite à bien appliquer ce conseil. Ce conseil, voilà. Voilà. C'est dans le présent qu'on agit. Et si vous voulez bien agir, vous pouvez agir que sur ce qui se passe en ce moment et pas ce qui s'est passé avant, parce que c'est trop tard, vous ne pouvez pas revenir. Et vouloir agir sur ce qui peut se passer dans un mois, un an, personne ne sait le faire non plus. C'est sûr, c'est sûr. Et ben Jacques, merci beaucoup. Merci à toi. Merci beaucoup pour ce temps. Et puis, une dernière question, si on veut te contacter, est-ce qu'on peut te contacter via un canal particulier ou... La surprise au coin d'une rue, c'est la meilleure, je pense, celle-ci. Ça marche, voilà. Si vous avez l'occasion. Merci beaucoup. Hop. Avant de nous quitter, je te propose un petit débrief pour faire le point sur l'épisode d'aujourd'hui. C'est parti. Allez, on se retrouve comme d'habitude pour le petit débrief. Qu'est-ce qu'on a retenu de ce podcast ? Eh ben moi, personnellement, j'en ai retenu 2 choses. 1, le côté humain. Jacques, et quand je l'ai eu en face de moi, et c'est la même chose quand j'ai souhaité le contacter, qu'il a accepté le podcast, c'est quelqu'un que j'ai trouvé très humain. Très humain aussi bien dans son approche, que dans son entrepreneuriat, que dans la manière de créer ses restaurants, que dans la manière d'avoir des salariés. Et c'est vraiment cet aspect humain qui m'a frappé, et qui, je trouve, pour pratiquer régulièrement ces restaurants, avant de le connaître et maintenant depuis, que c'est quelque chose qui m'a toujours marqué au sein de son entreprise. C'est quelque chose que je retrouve chez lui. Et je trouve ça très très intéressant. Et c'est d'autant plus intéressant que cette humanité, cette approche très humaine s'est retrouvée également dans sa prise de décision. Et ce que je sentais bien, et ce qu'il nous dit, c'est qu'il y a 2 aspects un peu dans sa prise de décision. Il y a l'aspect très entrepreneurial, très financier, dire voilà, il faut qu'on assure les coûts, il faut qu'on regarde si le restaurant sera rentable et tout ça. Oui, effectivement, et là c'est l'entrepreneur qui parle, on le sent bien. C'est vraiment la volonté de dire on va pas se lancer dans n'importe quoi. Mais d'un autre côté, c'est aussi se dire voilà, comment on peut créer des bonnes conditions, alors pour les gens qui viennent, mais pour les gens qui y travaillent.
Et ça, c'est vachement intéressant. C'est très très intéressant car moi je trouve que ça, il y a une teinte aussi humaine à ces prises de décision qui rentre en jeu. Il n'y a pas qu'un aspect financier, il y a aussi un aspect humain. Et moi c'est ça que je vais retenir de ce podcast. C'est comment, sur la prise de décision, il faut prendre en compte aussi le côté humain de la chose. Et pas juste dire c'est bien pour l'entreprise. Oui, ça peut être bien pour l'entreprise en tant qu'entreprise, mais ça peut être bien, ça peut être négatif pour l'humain. Alors que ici, il nous montre comment, en prenant en compte cet humain, on peut prendre des décisions, et des décisions qui vont payer. Voilà un peu mon ressenti de ce podcast. Et vous, dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. Écrivez-moi sur LinkedIn, écrivez-moi sur les différentes plateformes, je serai heureux d'en discuter avec vous. Allez, on se retrouve très vite pour un nouveau podcast. Voilà, c'est fini. Bon, premièrement, j'espère que cet épisode t'a plu, que tu as pu apprendre des choses, que ça a pu t'inspirer. Et bien sûr, si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à le partager, à liker, à le partager, à liker, et tu as compris, à le partager. Ça m'aiderait grandement, en tout cas, si tu le fais, ça serait cool. Voilà, je t'embête pas plus, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle conversation passionnante.